Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui parle de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont aussi des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, une rencontre avec un invité, mes découvertes de films, livres, médias, podcasts en lien avec la thématique du mois. Pour les épisodes, je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines quand j'y arrive. Avec cette nouvelle série, nous continuons à écouter la parole des patients. Sabrina, c'est son dentiste qui a remarqué une grosseur au fond du palais lors d'un bilan bucco-dentaire. Elle était enceinte de 6 mois. Difficile d'imaginer l'effet que produit un tel diagnostic de cancer à 29 ans, alors que vous attendez votre premier enfant et que la vie s'offre à vous. Le cancer ORL qu'a eu Sabrina est un cancer rare, qui a nécessité un traitement lourd. Lourd par les différentes interventions chirurgicales qu'il a fallu recommencer parce que les lambeaux s'étaient nécrosés, lourd par les séquelles qu'ont laissé les thérapies, et lourd parce qu'il touchait au visage. Et parce qu'après avoir souffert dans sa chair, il a fallu en plus affronter le regard de ses proches, de ses collègues, des autres, et faire face à son propre regard dans le miroir. Dans ce 3e épisode, Sabrina nous explique comment elle s'est formée à l'Université des patients, créée par une enseignante-chercheuse, Christine Tourette-Turgis, avec pour volonté de remettre les malades au centre en valorisant leur savoir face à un constat de déshumanisation vis-à-vis des patients atteints de cancer. Avec Sabrina, nous avons évoqué l'importance de transmettre les savoirs expérientiels détenus par les patients ou patientes pour améliorer le parcours de soins de malades. On va aborder cette partie que je trouve très intéressante et peut-être un petit peu méconnue, qui est celle de la formation en fait pour devenir patient partenaire, parce qu'il y a une personne absolument remarquable qui s'appelle Catherine Tourette-Turgis, enseignante-chercheuse, qui a créé en fait l'université des patients à la Sorbonne, avec pour volonté en fait de remettre les malades au centre et en valorisant leur savoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empowerment des patients. Toi, tu as fait ce DU en quelle année et tu as choisi quel module? Parce qu'il y a plusieurs en fait DU. C'est ça, il y a plusieurs DU. Moi, quand j'ai rencontré, alors je sais plus qui est-ce que j'avais rencontré à l'époque parce que je les connaissais pas, sur un forum, des personnes qui étaient là pour représenter l'université des patients. J'ai donné à voir mon intérêt pour le sujet. Je savais même pas que ça existait non plus, hein. C'était dans les premières années. Et puis finalement, ils m'ont dit ce qui semble le plus approprié à ton profil et à l'expérience que tu as déjà au travers de l'association, ce serait le DU en démocratie en santé. Et c'est vrai que je manquais de connaissances dans ce domaine. Donc en 2018, j'ai posé ma candidature et j'ai fait la partie de la session 2018-2019. Et ce DU, il s'étend sur combien de temps? Alors ce DU, c'est environ 3 jours par mois pendant 10 mois. Donc c'est 2-3 jours 2-3 jours par mois pendant 10 mois. Puis nous, on a eu le Covid entre-temps, donc on a fait une partie en distanciel pour s'adapter et pouvoir aller jusqu'au bout du DU. Donc je rappelle, en fait, de ce que j'ai vu, en fait, il y a 3 diplômes. Il y a donc démocratie en santé, celui que tu as fait, il y a oncologie et il y a éducation thérapeutique. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça, c'est ce qui se passe à Paris, à l'université Sorbonne, mais depuis, ça a fait des petits. Et il y a d'autres universités aussi, des patients. Donc moi, je suis ravie de l'expérience que j'ai eue à Paris, mais je sais que ça peut freiner certains patients, certains aidants à passer le cap parce que ils viennent de loin. Il faut pas hésiter à rechercher. Il y a la démarche de Catherine a inspiré et a donné suite à d'autres universités des patients. Donc en fait,
L'idée, c'était de cette femme, donc Catherine Tourette-Turgis, c'était en fait, elle constatait en fait une déshumanisation des patients atteints du cancer avec des défauts d'information, un manque d'écoute, un respect des fois aléatoire du protocole d'annonce, un manque de bienveillance. Et donc c'est là dont c'est parti. Et juste pour faire un petit aparté, parce qu'on en parlait toutes les deux quand on a fait notre pause tout à l'heure en off, c'est une femme qui a vraiment un parcours euh, intéressant, on va dire. C'est peut-être pas le mot, mais un vécu en fait. C'est une femme qui a été abandonnée, qui s'est retrouvée pendant toute sa toute petite enfance placée dans une famille d'accueil et qui a développé, on va dire, une expertise en tant qu'enfant, puisqu'elle s'est rapprochée d'autres enfants qui vivaient la même situation qu'elle. Et avec ces enfants, en fait, ils ont formé un noyau dur et une entraide. Et je pense, d'après ce que j'ai lu, que c'est ça aussi qui plus tard lui a donné envie de lancer ça. Donc n'hésitez pas à aller voir son site internet à Catherine Tourette-Turgis parce qu'en fait elle tient un journal, un blog où elle explique par écrit en fait toute sa biographie. Donc un jour elle est tombée sur sa biographie sur Wikipédia. Il n'y avait pas trop d'erreurs, mais bon comme c'est quand même résumé, elle a trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactement vraies. Donc elle s'est dit je vais tenir mon journal à la disposition de tout le monde et ça se lit vraiment comme un livre et c'est passionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine, une des choses qu'elle enseigne, c'est baladez-vous toujours avec votre petit carnet, parce que notez, prenez des notes, et puis un jour, quand vous vous lirez, ça fera sens. Et c'est vrai, enfin, c'est quelque chose, c'est quelque chose quand on est patient partenaire patient ressource qui fait sens parce qu'on est tellement confronté au quotidien à des situations différentes et je la comprends dans l'idée de vouloir avoir une biographie réelle, enfin telle que elle la rapporte parce que ça fait tellement sens son passé. Moi, je l'ai appris très récemment, tu vois, le 2018, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, pardon, et j'ai appris il y a quelques semaines seulement son parcours d'enfant abandonné et le fait que, bah voilà, en fait, ce qu'elle donne à voir, c'est que euh, elle fait le parallèle entre la position du patient qui est en dépendance, celle dont je parlais tout à l'heure quand le peu de fois où j'ai été confrontée à des soignants qui n'étaient pas dans l'écoute ou dans la bienveillance, on se sent dans une impuissance terrible dans ces situations-là, alors qu'on a une expérience à partager. Tu le disais tout à l'heure, dans le parcours diagnostic, c'est aussi important de se faire confiance, de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il vous plaît, regardez, je m'inquiète, mais je m'inquiète pas parce que j'ai l'habitude de m'inquiéter pour un petit bobo. Là, je m'inquiète parce que ça dure et parce que ça s'amplifie et je ne comprends pas pourquoi. Et c'est normal que des fois, les patients soient obligés de dire enfin, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire et oui, ça ne correspond pas à ce que vous avez vu dans les livres. Oui, vous ne l'avez peut-être jamais vu avant, mais là, il y a quelque chose qui fait pas sens. Qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement, les enseignants que vous avez eus, quelles sont la matière en fait, les matières enseignées? La première chose qu'on nous apprend, c'est à sortir du cadre. C'est la première chose qu'on nous apprend, c'est de pas rester dans ce cadre vertical, le médecin et le sachant absolu, la relation paternaliste, et de se dire que oui, on a le droit de comprendre la pathologie, oui, on a le droit de s'appuyer sur notre propre expérience ou sur l'expérience d'autres patients. Donc déjà, c'est faire le ménage et casser un peu les idées reçues. Après, on a toute la partie histoire
de la démocratie en santé. On revient notamment sur l'exemple des associations pendant les débuts du sida, parce que ce sont les premiers pas où là, le patient, euh, en fait, enfin, c'est pas le patient, c'est que les soignants sont dans la même situation que les patients. Ils sont tous les deux sur un pied d'égalité. On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, c'est même les soignants qui vont apporter, les patients qui vont apporter des informations aux soignants, des retours d'expérience, parce que tout le monde fait face à une situation inédite. Donc, et c'est là que la place du patient ressource, du patient partenaire prend forme, même si ça mettra des années à se mettre en place. C'est les prémices. Et on revient aussi sur l'histoire plus en amont des patients en psychiatrie. Parce que la psychiatrie, c'est encore un autre domaine où là, on mesure difficilement, on mesure sur du déclaratif, pas sur, comment dire, pas avec un Il n'y a appareil, pas de pas avec biologie, il n'y a pas des d'examen mesures. tangible. Oui, Voilà. oui. La seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est du déclaratif. Et le déclaratif, en science, on n'aime pas trop ça. Donc, quelque part, il faut trouver un code, un échange avec le patient pour arriver à pouvoir faire des mesures, à pouvoir faire des constats, à pouvoir identifier des tendances. Mais là encore, c'est un peu difficile. Donc, le patient, il a une place à part dans ces pathologies psychiatriques. Donc, on revient là-dessus. Et puis, petit à petit, on développe sur le fonctionnement du système de santé, sur les principaux acteurs. Et puis, ça a aussi vocation à construire le réseau, parce que le réseau en démocratie, en santé, c'est hyper important. Tout seul, on n'avance pas. En fait, enfin, oui, il y a un truc qui me tient à cœur et que je prône au sein de l'association et avec les autres associations, c'est la co-construction associative. On a participé au développement par exemple, du collectif associatif Demain sans HPV, pour informer le grand public sur le papillomavirus, mais aussi pour être plus fort auprès des instances, pour faire bouger les lignes sur la vaccination, parce qu'il y avait des associations telles qu'Imagine qui étaient déjà très avancées auprès des politiques pour donner à voir l'intérêt de la vaccination, mais pas que pour protéger des cancers du col de l'utérus, mais pour protéger aussi des cancers de la tête et du cou, et aussi des cancers du canal anal, et aussi des cancers de la verge, dont finalement on entend très peu parler, qui concernent aussi les garçons et qui expliquent un peu plus pourquoi il faut faire vacciner les filles et les garçons. Et ça, on y est parvenu. Alors, parce qu'il y a eu un travail énorme d'Imagine en ce sens. Imagine, c'est une association qui est dédiée aux femmes qui ont des cancers gynécologiques, et aussi parce que on s'est unis autour de ce collectif associatif, et, et ça, enfin, c'est primordial quand on a des messages à faire passer auprès du grand public. Et au-delà de l'associatif, on a été suivi par un nombre, je crois qu'on a plus d'une quinzaine de sociétés savantes qui ont apposé leur logo sur notre flyers d'information. Donc, ça fait sens aussi d'y aller ensemble, tout en gardant en tête sa propre expérience. C'est là toute la dualité, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de cette médecine paternaliste, donc dont on est quand même un peu sorti. Il y a eu aussi la loi Kouchner 2002 qui a pas mal œuvré pour faire évoluer le droit des patients. Vous êtes des fatwas et puis d'autres patients experts, des fois, ou partenaires, puisque les deux termes existent, confrontés à encore un rejet de certains médecins spécialistes par rapport à votre rôle. Euh, je pense qu'il y a encore des réticences, mais j'en vois de moins en moins. Et,
et l'activité récente, euh, tant sur le point associatif que du point personnel et médical, me donne à voir que oui, c'est légitime que le patient pose des questions, veuille comprendre et de plus en plus, tu vois, hier j'étais au conseil pédagogique de l'école des sciences du cancer qui va évoluer sous un autre nom. Ça y est, c'est la première fois qu'on intègre des patients dans ce conseil pédagogique. Et dans la même journée, je suis sollicitée pour participer à la formation de manipulateurs radio. Et bon, ça fait déjà un certain temps qu'on nous sollicite, mais plutôt dans le témoignage, là plutôt dans la formation. On rentre en formation, mais pas en tant que témoin, mais en tant que participant, acteur et même dans le jury. Donc on passe encore un cap et donc ça c'est du point de vue associatif. Il y a plein d'autres choses hein, de cet ordre-là. Et du point de vue personnel, il y a 2 jours, j'étais face à mon radiothérapeute qui me faisait la lecture des résultats pour évaluer l'évolution de la récidive et des nodules qui sont cachés à la base du crâne. Et puis je lui posais des questions un peu plus techniques et je voyais avec un sourire un peu à la fois amusé et puis un petit peu embêté parce que c'était des questions auxquelles il ne pouvait pas forcément donner une réponse favorable, mais il était dans l'échange et il m'expliquait pourquoi et il avait même anticipé le fait que j'allais lui poser ces questions et il s'était renseigné en amont de l'échange. Donc ça rentre dans la norme que oui, le patient peut être informé, oui, le patient peut avoir des capacités scientifiques qui lui permettent de comprendre certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui, euh, qui sommes à même de dire quel ou tel traitement. Moi, je serais bien incapable de savoir ce qu'on pourrait me proposer précisément. Je sais qu'il y a des choses qui existent. Je ne sais pas si elles conviennent parfaitement à ma situation, mais je sais que ça se discute avec les soignants et je sais que, en tout cas, les soignants auxquels j'ai affaire au quotidien, ils vont tenir compte de mon âge, de ma famille, de mes activités et ils vont chercher à savoir ce qui me correspond le mieux. Et ça, c'est aussi des gros progrès. Enfin, c'était déjà je pense que là où j'ai été prise en soin, c'était déjà Mm. le cas à l'époque, pour une partie, mais pas pour tous. Et là, vraiment, on sent que ça devient la norme. Mm. Après, toi, t'es suivi dans une structure qui est vraiment à la pointe aussi, Gustave Roussy. Je pense que ça reste peut-être encore à étendre et à démocratiser sur des hôpitaux plus petits, dans des villes de moindre importance, quoi. Je pense que c'est pas tant la taille de l'hôpital qui va faire qu'on va être entendu par son soignant. Ça dépend vraiment. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai été prise en soin dans un centre d'excellence avec des personnes extrêmement compétentes et bienveillantes. Et à part les petites anecdotes que j'ai racontées précédemment, franchement, au global, j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait une posture chez certains soignants il y a 13 ans qui était plus paternaliste, qui maintenant est plus dans l'échange. Est-ce que c'est aussi parce que j'ose poser les questions? Ça, forcément, il y a le tempérament aussi qui joue. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois une évolution dans les échanges et auprès des différents soignants que j'ai côtoyés il y a 13 ans ou que je suis amenée maintenant à côtoyer. Et à l'inverse, dans les échanges, tu vois, on échange aussi avec des centres plus petits qui, eux, prennent en charge donc du coup des cancers plus communs. Et on a aussi des échanges positifs. Donc, c'est plutôt une question de mentalité, d'ouverture d'esprit, et puis le là que donne la direction ou pas, en fait. Tu sais à peu près combien il y a de patients partenaires en France aujourd'hui? Euh, non, j'ai pas. Alors, ça dépend, en fait, parce que
Qu'est-ce qu'on appelle un patient partenaire? Un patient diplômé qui a le DU. Ah, diplômé, alors je vais te dire une bêtise. Je sais que ça se compte en centaines, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je pense qu'entre 500 et 1000, on est dans le vrai. Parce que finalement, tu peux être patient partenaire. Je sais pas si le terme est bien choisi, hein, mais on va dire autoproclamé, c'est-à-dire sans avoir de diplôme. C'est toute la difficulté du sujet. Parce que certains disent on peut être patient partenaire sans être diplômé, et d'autres disent il faut être diplômé pour être patient partenaire. À mon avis, je pense que on a tous, on a tous des compétences intrinsèques qui font qu'on va être plus facilement patient partenaire avec ou sans diplôme. Néanmoins, euh, même si je t'ai dit que ça progressait et qu'il y avait une évolution positive dans la considération des patients partenaires, il faut aussi qu'on montre patte blanche pour qu'on nous fasse confiance. Le diplôme, ça contribue à ça. Le diplôme tel qu'il est conçu, en tout cas là où je l'ai passé à l'université des patients, il te permet de prendre du recul sur toi, sur ton engagement. Et du coup, à mon sens, cette étape, elle est importante. Enfin, moi, j'ai une position très différente avant le diplôme, après le diplôme. Et je suis capable aussi, parce que j'ai fait d'autres choses, notamment un travail sur moi qui me permet ça, mais je suis capable, je pense, d'accompagner bien mieux les patients et les aidants et de co-construire bien mieux avec les soignants depuis que j'ai passé ce diplôme par rapport à avant. Alors l'expérience y fait, mais pas seulement. Ah bah c'est bien, je trouve, qu'il y ait du cadre et puis qu'il y ait un langage un peu commun, quoi. Tu vois, ne serait-ce que, comme tu disais, d'apprendre l'histoire, d'apprendre la loi, de savoir un petit peu les éléments qui ont été apportés, quoi. C'est important que les gens parlent le même langage, parce que si chacun a son propre discours, ça peut être contre-productif au final. Oui, mais même au-delà, c'est techniquement, tu vois, quelque chose de tout bête aussi au quotidien. Alors, il y a tout ce que tu dis sur les grandes lignes de la démocratie en santé et tous ces aspects qui sont fondamentaux à connaître pour mieux comprendre notre système de santé. Mais il y a aussi des choses toutes bêtes. Un mot que je ne connaissais pas, l'écoute active. D'accord, l'écoute active. Et en fait, quand tu viens en soutien à un patient, euh, quand tu vois dans le mot, je dis soutien, ça veut dire que tu sous-entends que tu vas pouvoir l'aider, tu as envie d'aider, et en tant que patient qui se place en posture d'aidant, tu peux ressentir une certaine frustration quand t'as pas aidé, quand t'as pas, à ton sens, réussi à aider la personne. Mais en fait, moi, je suis ni chirurgien, je peux pas l'opérer, je suis pas oncologue, je peux pas lui prescrire un traitement, je suis pas radiothérapeute, je suis pas tout ça, je suis pas psychologue. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux écouter. Alors, des fois, je peux écouter, renseigner, mais des fois, je peux juste écouter. Et rien que là, en fait, j'ai aidé. Le fait qu'on te donne à voir ces choses-là, de te dire, ok, tu veux mettre la cape et le slip sur le collant, mais en fait, le super-héros, ça peut être juste déjà le fait d'écouter l'autre. Et, et si, comme je te le disais, plutôt dans nos échanges, quand je te parlais des patients qui des fois renonçaient au traitement, accepter, entendre que le patient peut renoncer au traitement, que ce n'est pas parce que toi tu l'as fait changer d'avis que tu es en échec, c'est aussi hyper important parce que euh, enfin, l'engagement que tu mets dans ce bénévolat pour l'instant, et j'espère qu'il deviendra un statut officiel plus tard de patient partenaire, c'est très engageant psychologiquement, émotionnellement, et il faut à un moment donné te protéger de, de,
de trop d'émotions négatives, en acceptant notamment que la façon dont tu aides l'autre n'est pas forcément celle que tu Mm, imaginais quand tu as commencé. mm. Oui, de respecter aussi le choix de chacun qui serait pas le tien, mais qui pour lui sera peut-être le bon choix, hein. C'est ça. J'ai une patiente qui a eu l'annonce d'un cancer pulmonaire à un stade avancé, qui est une patiente qui avoisine des 80 ans, mais qui est très dynamique, voilà, qui fait beaucoup moins que son âge et que j'ai toujours trouvé avec le sourire, plein de projets. Et elle a eu des premières sessions enfin, des cures de chimiothérapie et qui l'ont vraiment très 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 affaiblie. Elle a beaucoup souffert et elle m'a dit, moi, même s'il y a récidive, même s'il y a ça n'a pas suffi, je ne repartirai pas dans ces traitements-là. Et donc elle a fait la démarche d'aller en soins palliatifs pour discuter avec les équipes et voir un petit peu comment ça se passait en fait avec eux quoi, hein. Et elle a été super bien reçue, elle a été écoutée, elle a été entendue, enfin au-delà d'écouter, tu vois, elle a été entendue. Et ça l'a vachement rassurée, apaisée. Par contre, tout son entourage proche ont eu beaucoup de mal avec cette démarche et l'ont pas comprise. Donc des fois, quand il y a trop d'affect, trop d'émotions, ben, en fait, on perd cette écoute active dont tu parlais. Mm. Et puis, euh, et puis enfin, tu parles de soins palliatifs, on les associe trop souvent à la Mm. mort. Ça peut aussi être des soins qui sont pas forcément des soins de fin de vie, mais des soins post-traitement, des soins Pour récupérer. pour reprendre Mm. des forces, voilà, pour récupérer. Et puis on a ce gros tabou dans nos sociétés, ce gros tabou de la mort. Enfin, on a du mal à en parler, on a du mal à l'accepter et donc à accepter qu'un proche, plus encore, euh, l'accueille comme tel. Et je pense que comme on parlait du physique précédemment, avec l'esthétique qui doit être parfaite, euh, la mort, on la repousse, mais à quel prix? Et ça doit être laissé au choix du patient de se dire stop. Là, les traitements, j'en veux plus. Moi, j'ai vécu la vie que j'avais à vivre, les souffrances, j'en veux plus. Et c'est propre à chacun. Et il faut que ce soit fait avec tous les éléments d'information nécessaires, mais il faut aussi pouvoir. Enfin, cette dame dont tu parles, elle est sûrement plus en souffrance de faire souffrir ses proches que de se projeter vers une fin de vie. Et, et aussi difficile que ce soit pour les proches, c'est important d'accepter et d'accompagner dans ce départ et pour certains, cette libération et de se dire, OK, là, elle sera plus avec nous, elle va nous manquer, mais pendant qu'elle est là, on l'aide juste au bout, rien que rien qu'en se disant, t'as fait ce choix, on est OK avec toi, on t'en veut pas, et c'est ton choix, on le respecte, et peut-être on ne le comprend pas, mais au moins on le respecte et on ne fait pas culpabiliser. Parce que ça, on oublie trop souvent que les patients, ils culpabilisent énormément de l'effet de leur pathologie sur leurs proches. Mm. Cette question-là de la fin de vie et de la mort, c'est des sujets qui sont abordés pendant le DU. Pour être très honnête, je sais plus si on l'a abordé pendant le DU, mais je pense que oui, puisque il y a un sujet qui pose beaucoup de questions, c'est la problématique de l'euthanasie. Donc, il me semble qu'on l'a abordé, mais j'avoue, ça remonte un petit peu pour moi maintenant. J'ai pas, j'ai pas une très très bonne mémoire, mais il me semble que oui, au travers de l'euthanasie, normalement, notamment. Et quel est le statut des patients partenaires? Est-ce qu'aujourd'hui, la formation existe, mais est-ce que derrière, les patients partenaires peuvent être employés dans des services, dans des hôpitaux? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place pour qu'après ils trouvent leur place dans la société autrement qu'en bénévole?
Ah, ça, c'est le combat quotidien de Catherine. C'est, c'est justement de faire en sorte que maintenant, qu'on ait, un sacré nombre à être formés, que notre statut puisse être reconnu pour que ça mène à du salariat et à des fonctions, telles qu'elles peuvent l'être réellement sur un temps plat. Donc il y a quelques patients, partenaires qui sont employés à temps plein sur un contrat à durée indéterminée, mais il n'y en a pas tant que ça. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main ou des mains, tout au plus. Après, il y a des missions ponctuelles, de plus en plus, par contre, en formation notamment. Euh, en patient pair, on reste encore beaucoup sur le bénévolat, mais en éducation thérapeutique, on commence aussi à aller vers un petit peu du salariat. Donc c'est en train de se mettre en place, mais c'est loin d'être suffisant au regard du besoin, parce que euh, parce que de plus en plus il y a notamment moi je fais le lien avec les infirmières de coordination. Ça commence à être mis en place de plus en plus, mais ça reste dédié au parcours complexe. Donc, c'est dommage que ce soit pas le cas pour l'ensemble des patients, parce qu'en tout cas, nous, ce qu'on voit en cancérologie TTQ, c'est que le parcours, il est rarement simple. Et pourquoi il n'y aurait pas des duos infirmières de coordination, patients partenaires? Parce que, ou infirmiers de coordination d'ailleurs, mais il y a une complémentarité dans le duo et, euh, et ça manque, je pense, dans les centres de soins, dans les établissements de santé, d'avoir une vision systématique du patient qui porte la voix des autres, pour ne serait-ce que des choses du quotidien toutes bêtes. Là, j'ai échangé avec un groupe de soignants dans un établissement et il y a plein de choses en fait qu'ils ont appris au cours de l'échange avec les patients qu'ils ne connaissaient pas auparavant dans leur propre établissement. Donc il y a des liens à faire dans la communication, mais euh, quand la communication elle est faite par le patient à l'égard des soignants ou à l'égard des patients, il y a des choses différentes qui ressortent, il y a des façons différentes de le dire qui font qu'elles passent pas de la même façon. Et on a même été sollicités, nous, par des infirmières de coordination en nous disant, voilà, moi je viens d'être affectée au service cancérologie TTQ, mais en gros, de quoi ont besoin les patients? Et c'est nous, association de patients, qui lui avons apporté plein de choses. Alors, c'est pas nous qui l'avons formée, hein, son diplôme d'infirmière, c'est pas nous. Elle avait déjà son expérience, elle avait la coordination, elle connaissait, mais toutes les problématiques cancérologie TTQ, on a pu lui donner à voir une grande partie parce que il lui en manquait beaucoup. Et bien sûr, elle va continuer à apprendre avec ses fonctions, mais elle nous a clairement dit qu'on avait contribué à faciliter sa prise de fonction. Vous avez des échanges aussi avec les administrateurs de ces structures parce que ou est-ce que ça reste vraiment très concentré sur les soignants, les équipes soignantes, les infirmières, les aides-soignantes, ou est-ce que tu sens qu'aussi il y a un intérêt des gens qui sont au-dessus et qui sont, on va dire, plus peut-être dans le côté fonctionnement de la structure, rentabilité. En fait, je pense que il y a un enjeu à partir du moment où il y a un déterminant économique, ça pose question. Donc voilà, nous, ça nous apparaît important au sein de l'association qu'à un moment donné, il y ait des patients partenaires qui soient dans les structures hospitalières. Nous, on apporte nos ressources en tant qu'association, mais après, on est tellement limité en termes de capacité au regard de tout ce qu'on a à faire pour la cancérologie TTQ que c'est pas un combat qu'on mène. En tout cas, on l'engage pas de façon comme un objectif à atteindre. On sème les graines, on dit regardez là vous avez besoin de nous, enfin on ne le dit pas, mais on nous sollicite, on est là, on répond, on apporte quelque chose. On nous sollicite, on est là, on répond, on apporte quelque chose.
à un moment donné, ça va faire sens. Mais nous, on essaye déjà d'être sur nos gros projets en cancérologie téticou pour qu'il y ait un meilleur diagnostic, pour qu'il y ait un parcours de soins moins lourd avec moins de séquelles. Et déjà là, on aura rempli une partie de nos missions et peut-être on pourra se dégager du temps pour autre chose. S'il y a un collectif associatif qui a besoin de notre soutien, de nos témoignages, bien sûr, on suit. Mais voilà, enfin, on a des journées de 24 Ouais, heures c'est ça. avec, avec tous les soins qui doivent être les nôtres, avec toute la fatigue qui est la nôtre. On est obligé à un moment donné de se concentrer Mm. sur ce qu'on maîtrise. Mais tu vois, par exemple, toi, ton parcours avant d'être patiente partenaire, c'était de travailler dans la qualité, sur l'environnement, tu le disais tout à l'heure. Après, Mm. tu as passé ton diplôme pour être professeur des écoles. Donc, tu as aussi tout un tas de compétences qui viennent s'ajouter à celles-ci et qui peuvent peut-être te donner un regard différent dans ton domaine d'expertise sur ces structures. On peut imaginer qu'il y ait des patients qui soient architectes, tu vois, et qui peuvent se dire, tiens, moi, dans mon parcours, j'ai vécu les choses comme ça, et je trouve que ça serait mieux si c'était différemment. On peut imaginer aussi une co-construction de l'hôpital, des services, de tout dans sa conception, en fait, où les patients pourraient aussi apporter leur expertise à la fois dans leur parcours de patient, mais à la fois dans leurs compétences avant d'être patient. Bah, en fait, par définition, l'hôpital, il existe parce qu'il y a des patients. Donc, ce qui est un peu aberrant, c'est d'envisager l'hôpital sans les patients. Alors, il y a déjà les représentants des usagers, il y a de plus en plus de comités de patients qui se mettent en place, mais ça reste, alors pas les représentants des usagers, mais dans les autres cas, ça reste les associations de patients, les comités de patients, ça reste du bénévolat. Et à un moment donné, ça peut pas suffire, en fait. Il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin aussi, parce que les comités de patients, c'est souvent des patients qui sont suivis dans l'établissement. Mais le regard de patients ressources, de patients partenaires, il doit pouvoir se transposer d'un établissement à l'autre. L'infirmière dont je te parlais, qu'on a aidée, l'infirmière de coordination qu'on a aidée, elle n'exerce pas dans l'établissement dans lequel je suis suivie. Elle exerce bien ailleurs. Et pour autant, on a pu lui apporter des éléments importants pour avancer dans son parcours d'aide aux patients. Et donc, en fait, on doit à un moment donné pouvoir transposer les compétences des patients partenaires. Et comme tu dis, les lier aux casquettes précédentes, parce que c'est vrai que moi, avec la casquette d'enseignante, avec la casquette, j'ai une formation environnement, gestion des risques, et j'apprends sur le tas la qualité, parce que finalement, dans mon premier emploi, il y a un remaniement, et puis je vais être mise sur un poste de qualité environnement. Je vais tout apprendre sur le tas. Donc, ça me donne j'ai à la fois ce regard pédagogique et à la fois cette vision aussi comment dire, du privé qui me donne, qui m'aide à comprendre un certain nombre d'éléments. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels je suis aussi complètement perdue. Enfin, il y a des choses qui sont très complexes à saisir dans les stratégies. Et quand je me sens pas compétente, bah, il y en a d'autres qui le sont à ma place et c'est très bien, quoi. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer, mais comme tu disais un peu, c'est une question aussi beaucoup de temps et puis d'énergie. Parce que on a des vies qui sont quand même sous pression, quoi. Et toi, comment tu aimerais que les choses évoluent, en fait? Est-ce que vous en discutez entre vous et comment tu penses que les choses vont évoluer? Euh, je, je les vois évoluer. Euh, on ouvre les réunions, on fait entrer les patients dans les réunions. Sur certains centres, sur des réunions stratégiques. Tant qu'on est là,
pour autre chose que pour chauffer le fauteuil, c'est bien. C'est que si on est entendu, c'est bien. Il y a encore des situations dans lesquelles on est là parce que il faut écrire quelque part que il y avait les associations de patients ou les patients partenaires. Ça, c'est beaucoup moins bien. Mais je suis d'une nature optimiste. Je vois quand même les choses évoluer. Entre le moment où j'ai été soignée, entre le moment où j'ai passé le DU et maintenant, il y a une évolution qui est significative. Donc, je pense qu'il faut pas vouloir striker et puis rentrer dans l'art en disant il faut les patients tout de suite maintenant. Je pense qu'il faut d'abord donner à voir qu'on peut nous faire confiance, faire nos preuves, comme pour tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qui est nouveau, on fait nos preuves. Puis à un moment donné, quand on se rend compte que travailler avec les patients, c'est mieux que travailler sans, et ben ça va se faire naturellement. Alors bien sûr qu'il faut ouvrir un petit peu les portes, bien sûr qu'il faut parfois passer par la fenêtre, mais pas en force, pas dans la violence, mais vraiment dans le donner à voir la co-construction. Et moi je pense que si on agit comme ça, si on donne à voir qu'on est capable de contribuer à améliorer le système de santé, qu'on est capable d'améliorer les conditions de travail des soignants parce qu'il y a certaines choses pas que l'on peut faire à leur place, mais que l'on peut faciliter dans l'échange aux patients. Bah déjà, on aura fait une partie du chemin, et puis après, ça va se faire naturellement. Mais là, il faut qu'on fasse nos preuves et qu'on gagne la confiance. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. Voilà, cette série avec Sabrina Lebars, patiente partenaire, cofondatrice de l'association Corasso, est terminée. Comme vous l'avez compris, toutes les aides sont les bienvenues. Donc si après l'écoute de Sabrina, vous avez envie d'aider l'association, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai mis le lien pour accéder au site de l'association Corasso dans le descriptif de l'épisode. Corasso, ça s'écrit C-O-R-A-2-S-O. Si vous devez retenir une chose de cette série, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Au début de ma carrière, je regardais essentiellement les dents. Puis j'ai élargi mon spectre aux gencives, puis à tout ce qu'il y avait autour, jusqu'à considérer la personne dans son entièreté. J'ai diagnostiqué 2 cancers à des stades trop avancés, et je suis certainement passée à côté d'autres. Parfois même, j'ai dit à des patients qui me stressaient par leurs questions « Mais vous avez peur de quoi ? D'un cancer ?» Bah oui. Aujourd'hui, je me dis qu'il vaut mieux adresser pour rien que de passer à côté. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. En mettant des étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast, c'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et en parler aux personnes tout autour de vous. C'est Pauline Bussy du Son Libre qui a réalisé le montage. La musique Corrélation est de Branch Immersion. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e jeudis du mois. Si vous voulez vous abonner, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Ou rendez-vous directement sur le site internet où vous trouverez aussi toutes les précédentes newsletters. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai.